Le COMETA, Comité d'études approfondies, est une association à but non lucratif de type loi de 1901. Son président est un ancien général de l'armée française. L'association a pour but de sensibiliser les pouvoirs publics au phénomène OVNI et d'étudier les conséquences que pourrait avoir ce phénomène dans le domaine de la défense nationale. Elle est composée d'anciens membres de l'IHEDN, Institut des hautes études de défense nationale, parmi lesquels un docteur d'État en sciences politiques, avocat à la Cour, un ingénieur général de l'armement, un commissaire principal de police nationale au ministère de l'Intérieur, un docteur ingénieur, ingénieur général honoraire de génie rural des eaux et forêts, un autre général de l'armée de l'air, un membre de la Fondation pour les études de défense, un ingénieur en chef des mines, directeur des recherches à l'ONERA, un vice-amiral d'escadre, un docteur d'État en sciences physiques, ingénieur général de l'armement. Cette association réalisera un rapport, le fruit de ses études, intitulé « Les ovnis et la défense, à quoi doit-on se préparer ?» plus couramment appelé rapport COMETA. Il fut remis en 1999 au président Jacques Chirac et au Premier ministre Lionel Jospin, sans pour autant qu'ils en aient fait la demande. Que dit ce rapport ? En premier lieu, il recense des cas d'observation. Pilote et son navigateur dans un mirage au-dessus de Dijon en 1977, 21h de nuit. Une lueur fonce vers le mirage à même altitude venant à Cap Collision. L'avion de chasse pense être confronté, suite à une erreur, à un avion intercepteur. Il contacte le contrôle qui déclare ne rien détecter sur son radar. Afin d'éviter la collision, le mirage entame un virage à droite. Le pilote est alors obligé de serrer de plus en plus sa courbe pour empêcher la lueur de venir se positionner derrière lui. En vain, l'assaillant est positionné en arrière, prêt à attaquer le mirage. Notre pilote renverse alors violemment son virage dans l'autre sens pour retrouver un visuel sur l'ennemi. La lueur s'échappe alors à très grande vitesse. Le mirage reprend donc son cap d'origine, mais le pilote continue à se sentir observé. En effet, la lueur est revenue moins d'une minute après s'être échappée et se positionne toujours à l'arrière du mirage. Le pilote a alors un virage très serré, 16,5 G, pour dégager son appareil de ce qu'il analyse comme une menace sérieuse. Mais la lueur suit le virage serré du pilote sans aucune difficulté. Le mirage effectue alors un reversement de courbe violent comme précédemment. De nouveau, l'assaillant s'échappe à très haute vitesse, mais cette fois-ci définitivement. Constatation 1. Seul un avion de combat aurait pu suivre les manœuvres du mirage. L'assaillant ne peut pas être une simple rentrée atmosphérique. Constatation 2. L'avion était indétectable au radar, alors que les recherches en furtivité balbutiaient tout juste aux États-Unis. Constatation 3. En s'échappant et vu les observations, la lueur franchissait aisément le mur du son. Pourtant, aucun bang n'a été détecté dans la région. Témoignage d'un pilote de chasse, 1976, de nuit, entre Rennes et Poitiers. Le pilote voit décoller une fusée de signalisation de couleur verte. En deux secondes, elle dépasse l'altitude de vol de son avion de chasse. Puis elle se stabilise avant de redescendre dans la direction du pilote. Elle s'approche à une vitesse vertigineuse jusqu'à point de collision. Le pilote, dans un réflexe de protection certes inutile, lâchera son manche pour se protéger le visage. L'objet évitera de justesse la collision, encerclant l'avion d'une lumière phosphorescente. L'observation durera moins de 5 secondes, mais le témoin décrira une sphère de 2 mètres de diamètre, de couleur blanche très vive, avec une queue verte comparable à celle d'une comète. Il n'y aura pas de confirmation radar du phénomène, mais 2 autres pilotes de chasse verront de loin les événements décrits par le pilote. Vol Air France, 1994, Coulommiers en Seine-et-Marne, vers 13h. Les 2 pilotes et un steward observent un objet marron, ayant d'abord une forme de cloche, puis de lentille. Tous 3 s'accordent à dire qu'ils observent un objet inconnu. L'OVNI disparaît très vite, comme s'il était devenu invisible. Une trace radar sera enregistrée par le centre d'opération de la défense aérienne. Elle ne correspond à aucun plan de vol et croise en effet la trajectoire du vol Air France. Selon la signature radar, l'objet mesurait 250 mètres de long. Pour comparaison, l'A380, le plus grand avion du monde, ne mesure que 80 mètres. Fait remarquable, la signature radar disparaît au même moment que celle signalée par les pilotes.
Royaume-Uni, 13 août 1956, vers 23 heures. Une base militaire détecte sur son radar un ovni doué de performances extraordinaires. L'objet passe très rapidement de l'immobilité totale à des vitesses de plus de 900 km/h. L'objet change plusieurs fois de direction, décrivant des segments de droite, variant de 13 à 30 km, séparés par des arrêts brusques de 3 à 6 minutes. Ces observations étant confirmées par des militaires au sol, un avion de chasse décolle pour interception. Le pilote, guidé par des radaristes, va acquérir la cible visuellement et sur son radar de bord, mais l'OVNI s'échappe. Guidé une nouvelle fois par le contrôleur aérien, le pilote retrouve l'OVNI qui s'enfuit de nouveau. Puis le contrôle informe le pilote que l'objet est maintenant derrière lui. Le pilote va alors tenter pendant 10 minutes tous les dégagements possibles, chandelles, piquets et autres virages pour s'échapper. Rien à faire. L'OVNI reste systématiquement derrière lui à une distance constante. À court de carburant, l'avion rentre à sa base, toujours suivi par l'objet, pendant encore quelques instants. Un autre avion est envoyé en replacement, mais celui-ci connaîtra un ennui mécanique avant d'avoir pu établir le contact avec l'intrus. Ce cas est très certainement un des plus troublants car nous sommes en 1956 et les capacités de vol constatées ne peuvent être terriennes. De plus, les observations sont confirmées à la fois par le pilote, par des observateurs au sol et par des traces radar. Téhéran, 1976, vers 23 heures. L'aéroport de Téhéran reçoit plusieurs appels signalant un ovni au-dessus des quartiers résidentiels. Le responsable de nuit de la tour de contrôle s'empare de ses jumelles. Il observe un objet cylindrique, aux extrémités duquel puissent des lumières blanches et bleues. En son centre tourne une lumière rouge. L'homme rend compte au numéro 3 de l'armée de l'air impériale. Ce dernier sort sur son balcon et observe également le phénomène. Il décide de lancer une interception. Un avion de chasse décolle, mais s'approchant à 45 km du phénomène, il perd tous ses moyens de communication et l'usage de tous ses instruments. Le pilote décide alors de stopper l'interception et retourne à sa base, croyant être confronté à un dysfonctionnement de son appareil. Curieusement, sur le chemin du retour, le pilote récupère l'usage de ses communications et de ses instruments. Un deuxième appareil décolle en replacement. De nouveau à environ 45 km de la cible, l'OVNI accélère et garde une distance avec l'avion de chasse. D'un seul coup, un objet brillant sort de l'OVNI et se dirige vers l'avion de chasse. Celui-ci veut riposter immédiatement par un tir de missile, mais toute son instrumentation est devenue hors service, comme le précédent appareil. L'avion de chasse vire et plonge vers le sol, mais le petit objet lumineux suit l'avion, pour finalement frôler sa course, puis il réintègre l'OVNI. Peu de temps après, le petit objet ressort de nouveau et se dirige verticalement vers le sol. Le pilote pense qu'il va exploser au contact du sol, mais l'objet semble se poser délicatement. Il répand alors une lumière vive sur un rayon de 2-3 km. Ébloui, le pilote s'éloigne pour récupérer une vision nocturne satisfaisante afin de retourner à sa base. Ce cas est également remarquable car les témoins sont nombreux, crédibles, dont un général numéro 3 de l'armée. Les observations visuelles sont confirmées par des radars. Un avion civil passant dans la zone de l'OVNI a également perdu l'usage de ses instruments. On retrouve dans le rapport Cometa le détail de bien d'autres observations, notamment en Russie et en Argentine. On y cite également Cussac et Valençol que nous avions pu voir dans une sensibilisation précédente. Je vous propose de découvrir tous ces cas en téléchargeant ce rapport en PDF via Internet. Le rapport balaye également toutes les hypothèses qui peuvent expliquer le phénomène OVNI. On ne peut malheureusement parler que d'hypothèses, car le phénomène est tellement furtif que son origine ne peut être démontrée scientifiquement. La conclusion de ces militaires de haut rang est néanmoins claire. Certains phénomènes OVNI ne peuvent être qu'une manifestation de visite d'extraterrestres. En tout cas, c'est la moins mauvaise des hypothèses.